Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je partage avec vous aujourd'hui une petite revue de presse sur l'invasion de l'Ukraine par les troupes de Vladimir Poutine, notamment en m'intéressant par exemple au cinéaste Sergueï Loznitsa qui est allé filmer en Ukraine et également aux artistes russes et ukrainiens. Ensuite, je m'entretiens avec Alexis Dandievel, artiste. Il est vrai qu'en ce moment, nous sommes focalisés sur la guerre en Ukraine, sur l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, et il n'est pas un moment dans la journée où l'on ne regarde pas les actualités, où on ne lit pas d'articles dans la presse, notamment par exemple dans Le Monde du 6 mars, de grandes pages sur les relations entre la Russie et l'Occident, de Piotr Smolar, où il raconte 20 ans de radicalisation de Poutine et il explique que fin février 2022, Vladimir Poutine rappelle à l'Europe ce qu'est une guerre en son sein. L'armée russe suréquipée est le bras d'une mission, 2 points. Il s'agit de détruire l'Ukraine comme réalité et projet, de pulvériser ses rêves d'émancipation et de renvoyer l'Amérique à ses vertiges. Bien sûr, nous avons besoin d'explications, mais aussi de méfiance, puisque plus loin il est noté, la propagande, l'usage éhonté du mensonge et de la manipulation, c'est le propre de tous les régimes autoritaires et dictatoriaux qui se nourrissent de l'adversité réelle ou inventée pour affermir leurs fondations. Et c'est pourquoi sans doute le cinéaste Sergueï Loznitsa est en colère. C'est un cinéaste ukrainien né en 1964 qui a grandi dans le monde soviétique, qui est mathématicien de formation, qui est l'auteur d'une œuvre documentaire et de fiction offensive, par exemple Donbass en 2018, et il vient de se rendre immédiatement en Ukraine. C'est un article encore dans Le Monde, un entretien où il explique « La barbarie, la cruauté, la haine, on les a déjà vus auparavant, en Tchétchénie, en Géorgie, dans le Donbass et même en Syrie. Et le monde entier, pour différentes raisons, n'a jusqu'alors jamais osé limiter cette cruauté. » Et pour lui, il insiste « En tant qu'artiste, je fais des films, j'ai toujours fait des films, je veux continuer à le faire. » Cela fait 15 ans que je tourne autour de ce problème lié à l'ex-Union soviétique et à ce qu'est devenu le monde contemporain après son écroulement. Et plus loin, il enfonce le clou, il dit « Il est absolument indispensable de filmer aujourd'hui. Il faut filmer, filmer, filmer pour qu'ensuite on ait suffisamment de matériaux afin de revenir sur les événements et réfléchir dessus. Il faut documenter les faits sans relâche. » Et bien sûr, il s'adresse également à nous, citoyens lambda, pourrait-on dire. Je veux essayer de faire réfléchir les gens. Beaucoup sont plongés dans la vie de tous les jours et pensent malheureusement que la politique ne les concerne pas. Et puis, un jour, les effets de cette politique arrivent jusqu'à eux, de sorte qu'on peut tout perdre d'un jour à l'autre. Tu peux tout perdre, car tu n'as jamais réfléchi sur la manière dont s'est construit le monde autour de toi, ni sur les valeurs qui le sous-tendent. Et quand on lui demande s'il serait judicieux de boycotter des artistes et des films venus de Russie, il explique « Non, je ne partage évidemment pas ce point de vue ». Et c'est peut-être le moment de se reporter à la chronique de Michel Guérin dans Le Monde du 5 mars, où il explique que non, il ne faut peut-être pas faire taire tous les créateurs russes, parce que certains, hélas, quand ils dénoncent la guerre, ils sont virés, ils risquent la prison, voire pire. Et si le créateur campe dans la zone grise du silence, il est jugé douteux et risque le boycott de l'étranger. Mais il y a au moins une raison pour que la scène mondiale de l'art doit être solidaire des créateurs anti-Poutine de l'intérieur, parce qu'ils sont nombreux
et on les entend plus fort qu'en 2014. Et pas seulement les exilés, mais ceux aussi qui créent en Russie. Et la fronde est partie du théâtre, où l'argent de l'État est pourtant central. Et c'est par exemple Elena Kovalskaya. Elle a démissionné de son poste de directrice du théâtre d'État à Moscou. De même, Lev Dodin, figure de Saint-Pétersbourg et du théâtre mondial, a adressé une lettre ouverte à Poutine où il l'appelle à arrêter. La spécialiste universitaire, spécialiste de la scène théâtrale russe, Béatrice Picon-Valin, explique que l'Occident devrait au contraire intensifier la programmation et la célébration des opposants. Alexis Dandievel, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez plusieurs cordes à votre arc, vous êtes musicien, compositeur, poète et quelquefois peintre. C'est ça, oui. Ah, voilà. Oui. Alors, j'ai vu que vous diffusiez sur Westrack Radio le dimanche à midi une petite émission. Peut-être vous pouvez nous en parler. Ça s'intitule de manière assez ambitieuse Cosmos. Oui, c'est une petite émission qui, en 9 épisodes, qui essaye d'expliquer la découverte du XXe siècle, qui consiste à dire que l'univers a une histoire. On a découvert au XXe siècle que l'univers a une histoire. Et j'ai raconté ça de manière simple, un petit peu poétique et ludique, pour essayer d'expliquer ce que je pouvais en connaître à des amis. Oui, c'est de la vulgarisation scientifique ? C'est de la vulgarisation scientifique, mais aussi de l'amusement et aussi un peu de poésie. Voilà. Et donc c'est raconté par Amandine Buffet, qui est la chanteuse avec qui je travaille dans le groupe L'Alcazar. Et c'est effectivement tous les dimanches à midi sur la Westrack. Ah voilà. On peut peut-être justement parler de ce groupe Alcazar. Vous avez travaillé depuis très longtemps ensemble, je crois. Ça fait 10 ans qu'on joue ensemble. Oui. On a commencé par reprendre Jacques Brel, donc chanté par Amandine, donc chanté par une femme, donc piano-voix. Et ensuite, on a eu des enfants, elle de son côté, moi du mien. Donc ça s'est un peu calmé, évidemment. Et ensuite, on a remonté un répertoire de reprises de chansons françaises. Et là, récemment, on vient de créer une sorte de conte pour adultes en piano-voix qui s'appelle l'Alcazar Circus et qui a été joué pour la première fois le vendredi 4 mars à la Causerie. Et qui est voué à être rejoué, bien sûr. Ah oui, oui, oui. Et alors là, ce sont des chansons... combien de chansons ? Il y a 22 chansons dans l'histoire. Oui. Ça raconte l'histoire d'une danseuse étoile un petit peu dévergondée, et d'un clown triste. Donc ça raconte leur histoire d'amour, leur rencontre, leur histoire d'amour et puis leur séparation à la fin. Ah oui, oui, oui. C'est une histoire finalement de cirque ? C'est une histoire de cirque, c'est pour ça que ça s'appelle l'Alcazar Circus. Ah, et voilà. Dans l'affiche, il y a cette ambiance de cirque. Oui, c'est ça. Oui, oui. Oui, effectivement. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est pas la première fois que vous écrivez une histoire musicale, on va dire, puisque vous avez, je crois, déjà créé un opéra. Alors, l'opéra n'est pas fini d'être créé, mais Non. oui, j'ai écrit un livret pour Orphée aux Enfers. Et on en est au stade de la fin de la maquette, là. Donc, voilà, on maquette la musique, etc. Oui. Je travaille avec une chanteuse pour essayer de séparer les voix, parce que l'ambition derrière, on a fait le calcul, pour bien porter l'opéra, il faudrait 8 voix, 4 masculines et 4 féminines. Oui. Et pour l'instant, on n'est que sur des voix témoins, voilà. Oui. Oui. Mais donc oui, le livret, en 2 actes, un prologue et un épilogue, raconte l'histoire d'Orphée aux Enfers. Oui. Comment vous avez été attiré par cette histoire d'Orphée ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça fait longtemps que je m'intéressais à cette histoire, parce que je la trouve assez fabuleuse, au sens où c'est un double drame amoureux. Oui. Orphée perd 2 fois Eurydice, qui perd 2 fois Orphée aussi, inévitablement. Bien sûr. Par la même occasion. Oui. Et en fait, c'était aussi de raconter ça, c'était aussi déjà de le raconter de manière un peu légère, de manière pourquoi pas humoristique, et de relativiser la rupture derrière, pour tous les gens qui doivent la subir, que ce soit une rupture amoureuse classique ou bien la perte d'un être cher ou ce genre de choses. Oui, oui. On peut peut-être rappeler l'histoire, parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui ne la connaissent pas. Alors simplement, donc Orphée est quelqu'un qui chante à merveille, qui est capable de séduire un peu tout le monde avec sa voix, il joue de la lyre. Et Eurydice est une nymphe, et donc au début de l'histoire, ils se rencontrent et puis ils deviennent amoureux, et ils se marient. Et le jour du mariage,
Eurydice meurt. Alors dans ma version, c'est mordu par un serpent. C'est ça, un serpent. Voilà. Oui. Et donc elle se retrouve en enfer, et donc Orphée va traverser le Styx, affronter Cerbère, qui est le chien à 3 têtes qui défend les enfers, Oui. réussir à le séduire, réussir à séduire les diables et diablesses qui hantent les enfers, pour se retrouver devant Hadès et lui demander, s'il te plaît, est-ce que je ne pourrais pas récupérer Eurydice? Et Hadès lui dit oui, à une seule condition, c'est que tu ne te retournes pas tant que tu n'es pas sorti des enfers. Et donc Orphée avance, suivi par Eurydice, et en fait, il se retourne, et donc Eurydice est définitivement en enfer, et lui sort avec la certitude de ne plus jamais pouvoir la revoir. Voilà l'histoire. Oui, c'est tragique en fait. Oui, mais oui, bon, c'est tragique, c'est ça. C'est tragique, ça. mais vous montrez qu'il y a une vie après la perte. C'est ça. Voilà. C'est ça. On se souvient du film de Cocteau. Oui. Et d'ailleurs, quand il se retourne et qu'il la voit, vous vous souvenez de la scène, c'est génial. Il est dans une voiture avec le représentant des enfers, Eurydice est derrière, et comme un idiot, il regarde dans le rétroviseur et il la voit, mais il ne l'a pas fait exprès. Et ça, c'est d'une violence folle, et en même temps, il est innocent, quoi. Alors que dans le mythe, peut-être... il y a un mystère là. J'ai longtemps réfléchi à savoir comment tourner cette charnière de la fin de l'histoire. Et dans ma version, en fait, il se met à douter de savoir si c'est vraiment Eurydice qui a c'est énervé. ça. Oui. Et il se dit, peut-être que c'est Hadès qui m'a joué un piège, peut-être que c'est n'importe quelle diablesse, je ne la reconnais pas. Et Eurydice chante la chanson de leur rencontre un petit peu en boucle, et il la questionne et elle lui répond pas. Et sa main est froide, et donc il y a vraiment un doute. Et en fait, il se retourne en lui disant qu'il a été joué, et qu'il va retourner en enfer pour être sûr de récupérer la vraie Eurydice. Et en fait, c'est la vraie Eurydice. C'est terrible. Oui. Voilà. Mais je crois que vous écrivez beaucoup. Alors là, ce livret, peut-être vous l'avez écrit, je ne sais pas, mais vous étiez inspiré pour l'écrire. J'ai eu pendant 5 ans, j'y ai pensé très très régulièrement, et j'ai eu un déclic. Une amie m'a envoyé un petit film d'animation qui racontait le mythe, et en fait je me suis mis à le visualiser, et là le texte est sorti très rapidement. Une ou deux scènes tous les soirs quand mes enfants dormaient. D'accord. Je me mettais au bureau, et puis ça, voilà. Et après le temps de tout remettre en forme, et voilà. Donc c'est sorti en 15 jours à peu près le livret. Oui, c'est ça. Mais une fois que vous avez sorti de votre inspiration les premiers mots, on va dire, vous revenez dessus, je crois. La poésie, c'est souvent comme ça. Moi, je travaille souvent, le premier jet est souvent sans rature, ou quasiment. Et évidemment, inévitablement, il faut revenir dessus pour chercher l'exactitude, pour voir si on ne peut pas trouver mieux, plus musical. Le fait de le lire à haute voix aussi, ça change des choses. Quand on met en musique, parce que là, c'est voué à un opéra, on se rend compte qu'il y a certaines choses qui peuvent être très jolies en poésie, mais qui en musique ne sonnent pas, sont un peu brutes, donc il faut aller chercher autre chose, affiner, être sûr du sens aussi. Moi, j'ai une tendance à faire relire par une ou deux personnes, notamment pour l'orthographe, mais aussi pour le sens. Qu'est-ce que tu as voulu dire là exactement? Effectivement, il faut... Voilà. Il y a tout un travail à revenir dessus toujours. Et vous avez publié, je crois déjà, des recueils de poésie. Oui, j'en ai publié 3. Le dernier, c'était en juin 2021, s'appelle Compte à rebours, dans lequel il y a il y a le livret d'Orphée, il y a 2 contes pour adultes, donc en prose, et il y a de la poésie il y a il y a de la poésie, on va dire, qui a été écrite en bonne partie sur toute la période un peu particulière des 2 dernières années. Oui. Voilà. Celle du confinement. Voilà, en particulier. En particulier. Un petit peu tous les jours. J'ai une tendance régulièrement le soir. J'aime bien écrire en fait. Sans forcer d'ailleurs. Vous n'avez pas du tout l'angoisse de la page blanche? Ah non. Non, ça me surprend moi-même. Puis d'ailleurs, je viens d'écrire par exemple un conte pour enfants que j'aimerais mettre en musique, même de manière très simple, peut-être juste piano-voix, qui s'appelle La baleine magique. Et j'ai eu l'idée de La baleine magique,
Et en fait, l'idée, elle germe, elle germe, elle germe, et il arrive à un moment, ça sort en fait. Voilà. Travailler sur l'idée. Il faut souvent un angle d'accroche. Voilà, d'accord. Orphée, il m'a fallu 5 ans à y réfléchir avant d'écrire le premier mot. Il faut souvent l'angle. Et donc je me suis pas dit, je prends une feuille et j'écris Orphée. Entendu. Il faut que l'idée, elle mûrisse, etc. Ah oui, oui, oui. Oui. Et pour la baleine, c'est pareil. Pour la baleine, c'est pareil. Oui. D'accord. Et à quelles éditions on trouve ces recueils? Alors, c'est une édition associative de l'association Voie Lactée et puis son label de musique VXL Records. Les éditions s'appellent les éditions du Petit Diable. Oui. On sort en général en financement participatif et en très peu d'exemplaires en fait. Voilà, c'est assez... je sais pas, je pense que j'ai dû en sortir peut-être 100 du dernier recueil. Voilà. Oui, oui. Oui, oui. Mais il n'en reste plus, à part peut-être le dernier. Il en reste quelques-uns. Il en reste quelques-uns. Oui. Oui, quand même. Oui, oui. Alors, on disait que vous étiez aussi peintre. Oui. Alors là, c'est un peu nouveau. Non, peut-être pas. Non, j'ai beaucoup peint dans les années 90. Oui. Et j'ai même exposé à Paris. Et oui. je me suis remis à peindre là. Ça faisait peut-être 15 ans que j'avais pas touché les pinceaux. Je me suis remis à peindre. Quand mes enfants dormaient, c'est difficile de faire de la musique pour rester attentif, être en éveil au cas où il se passe quelque chose. Bien sûr. Et je me suis dit qu'il me fallait que je peigne les 9 muses de l'Antiquité, parce que dans ma version d'Orphée, ce sont elles qui ont élevé Orphée. Ah oui. Et donc c'était un défi de se dire, peignons les 9 muses de l'Antiquité. Donc je suis parti là-dessus. Oui. J'ai fait voir à des amis qui m'ont dit, il faudrait que tu exposes. Et du coup, j'ai développé autour de ça, on va dire, toute une série de tableaux sur le thème d'Orphée. Donc j'ai peint Eurydice, j'ai peint les diables et diablesses, les nymphes, Perséphone, la compagne d'Hadès, le dieu des enfers, etc. Oui, voilà. Oui, pas seulement les muses. Pas seulement les muses. Oui. Et alors vous peignez sur huile, sur à l'acrylique? Non, c'est de l'huile. C'est de l'huile. Je vous avouerai que je me suis pas posé vraiment la question. J'avais toujours ma palette d'huile depuis 15 ans qui était rangée au bon endroit. Oui. Et l'huile était toujours en bon état et j'ai pris les premiers supports que j'ai trouvés chez moi qui traînaient, donc des bouts de bois, d'isorel, voilà, donc c'est pas sur toile, c'est de l'huile sur bois en fait et voilà. Et je vais les exposer le 16 avril à 16h du côté du rond-point. J'ai pas l'adresse en tête, mais l'événement est sur Facebook. Oui, c'est ça. Oui. On peut regarder ce que vous faites sur Facebook? Sur Facebook, en allant sur ma page, vous trouverez des choses. C'est ça. Sinon, j'ai un site internet. Ah, voilà. On va peut-être noter tout ça. Le site internet A comme la lettre A, Dandievel comme mon nom sans accent.com. Oui. Où il y a les récapitulatifs de mes créations, autant musicales que de poésie, puis quelques petites choses de peinture. Mais oui, c'est ça. J'ai du mal à le mettre à jour régulièrement quand même. Ah, oui, il y a quand même pas mal d'infos. Oui. Oui, entendu. Et alors, en ce moment, quel art vous stimule le plus? Je viens de faire le concert de l'Alcazar vendredi à la causerie. En plus, il est arrivé une anecdote relativement croustillante, c'est que la sono n'a pas fonctionné sur place. Et donc, il y a un piano acoustique à la causerie. Donc, on a pris la décision, avec Amandine, qui est la chanteuse de l'Alcazar, de faire la prestation a cappella, à l'ancienne, comme Edith Piaf. Et en fait, les gens ont été séduits. Bon, Amandine sait faire ça. Elle a une puissance suffisante pour pouvoir faire ça. Entendu. Et les gens ont été charmés. Et suite à ça, hier, on a maquetté l'ensemble. Donc chez moi. Et là, je suis en train de faire la maquette qui va être une maquette de travail qui raconte donc cette histoire pour adultes qu'est l'Alcazar Circus. Ah oui. Et là, vous composez des CD. Des CD, j'en ai fait déjà beaucoup, Ah oui. Une trentaine peut-être, Ah oui, c'est ça. Mais pas forcément de la chanson. J'ai fait des contes pour enfants, j'ai une petite histoire pour enfants aussi qui raconte l'apparition des notes de musique. J'ai fait un disque pour la naissance de chacun de mes 2 enfants. Donc la journée d'Irène quand Irène est arrivée, puis les enfants des étoiles quand Terence est arrivé. J'ai pas mal de musique pour la danse contemporaine, je travaille avec la compagnie Lalice régulièrement. Des musiques aussi sur mesure
d'écriture, hein, tout simplement, sans parole, avec différents projets. Et, j'ai une symphonie récemment aussi. Donc dans le texte, là, la composition, ça a été sur papier à musique. Hein, voilà, voilà, c'était un peu long à faire, mais un bel exercice d'équilibriste au niveau du cerveau. Hein, Oui, mais une symphonie, il faut la jouer, il faut un orchestre. Alors je l'ai fait jouer pour l'instant virtuellement par un orchestre virtuel. D'accord. Et j'ai tenté pour l'instant de faire voir ma partition ici et là. Entendez. Mais peut-être qu'elle sera jouée 400 ans après ma mort. Hein, allez savoir. On peut pas savoir. Ça, mais peut-être c'est intéressant pour le conservatoire, non? Ben, je suis allé voir le directeur du conservatoire qui a lu ma partition devant moi. Alors, j'étais ébahi de cette lecture comme ça. Il s'en est pas moqué, loin de là. Mais c'est vrai que pour pouvoir la jouer correctement, il faudrait au moins 60 musiciens. En fait, voilà. Mais c'est très ambitieux. Bah, c'est une symphonie, hein, donc bien ça sûr, suppose un orchestre symphonique. Bien sûr. Pas forcément philharmonique, mais au moins symphonique. C'est ça. Il y a les 4 familles d'instruments, il y a les cordes, les cuivres, les percussions et les vents. Ah oui, c'est ça. Et vous avez suivi des études classiques de musique? Oui, tout à fait, oui. J'ai appris la musique à l'école municipale de musique d'Hazebrouck, où j'ai fini le cycle d'études. Ensuite, j'ai fait le conservatoire de Lille en solfège. Entendez. Parce que j'ai une bonne oreille et j'ai toujours aimé le solfège. Et c'est là que j'ai appris à lire les partitions d'orchestre, à les écrire aussi. Ah oui, oui. Donc une formation solide. Oui, bon, c'était bien la première fois que je faisais une symphonie. Et on a maintenant aussi des logiciels qui nous aident à l'écriture. Bon, j'ai quand même appris à écrire sans faute d'orthographe, comme on dit en musique. Et le logiciel aide quand même beaucoup. Des logiciels, il y en a des gratuits, hein, comme MuseScore, etc., qui permettent de pouvoir travailler ça facilement. Ah oui, d'accord. Oui, et puis ce studio aussi que vous avez à domicile, sûrement, c'est d'une grande aide. Ouais, ça, il m'accompagne depuis que je suis étudiant. Ça a commencé très modestement par un 4 pistes dans ma chambre universitaire. D'accord. C'est un petit peu plus développé maintenant. Voilà. Un petit peu à la fois, s'équiper, avoir la chaîne de production qui fonctionne bien. Donc les bons micros, le logiciel qui va bien. Mais c'est vrai que je pratique ça depuis de nombreuses années. Ah oui, c'est ça. Et est-ce qu'on peut se procurer là certains de vos CD? Alors ils sont tous, je pense que je me trompe pas, ils sont tous accessibles en écoute gratuite sur Internet. Ah oui. Mais pour pouvoir les télécharger, il faut payer par contre. Ah c'est ça, d'accord. Voilà. Mais c'est sur quoi? Sur Deezer? Sur quoi? Sur mon site Internet, vous avez tout le déroulé, il y a les explications. Ah oui. Et il n'y a qu'à suivre les liens. Et, il doit y avoir une trentaine de disques. Tout est en écoute gratuite parce que la musique se partage. Par contre, pour pouvoir se l'approprier, il faut payer. Ah oui, et il doit me rester quelques-uns de certaines productions que j'ai pu faire. Notamment, on a fait un piano-clarinette sans parole avec mon frère Joachim, qui est un jazzman, qui s'appelle Résonance, qui est quelque chose de très calme, très résonnant et qui est assez superbe à écouter. Oui. D'accord, Et là, vous êtes en train de travailler sur quelque chose encore? Oui, c'est un petit peu foisonnant, on va dire. Hein. Ça part un petit peu dans tous les sens, mais bon, moi, j'y trouve une cohérence. Hein. En ce moment, ce qu'il y a au studio, c'est un conte musical sur lequel on travaille depuis 10 ans quand même. Donc c'est pour les enfants, c'est une histoire ça s'appelle Le Petit Train l'Oiseau, c'est l'histoire d'un petit train qui se promène, c'est assez rock, pop, et j'ai eu la chance récemment de pouvoir enregistrer une vraie batterie, donc avec Estelle qui est prof de musique à l'école de musique de Pont-Audemer et qui est une musicienne hors pair. Et à partir de là, on est en train de tout remonter la production. Donc la ligne de basse est à peu près faite. Il faut qu'on attaque les guitares, les keyboards, puis la voix, puis le fait de la raconter, mixer tout ça. On travaille à l'ancienne. Hein. D'abord les pistes, ensuite il faut mixer, ensuite il faut prendre du recul, masteriser, s'occuper du visuel, sous quelle forme on le sort. Et là, on aimerait vraiment bien le sortir sous forme d'un livre audio. Donc un copain a fait des illustrations magnifiques. Ah voilà. Et voilà. Et il faut le temps. Hein. La production, ça prend toujours du temps. Hein. C'est souvent l'inspiration, ça prend 3 secondes. La mise en forme 3 semaines et la production peut prendre des années, voire des dizaines d'années. Hein. Ah carrément. Bah oui. Ah oui. Oui.
Au plus on avance dans le processus, au plus ça prend de temps. C'est ça. Surtout qu'en plus, au fur et à mesure, on s'améliore en fait. Hein. On Bien apprend sûr. des choses et voilà. Et puis Oui. très souvent aussi, ça peut arriver. Là, le petit train, l'oiseau, on avait fait une première maquette il y a 10 ans. Oui. On a essayé de reprendre, mais ça n'a pas marché. Elle n'en a pas forcé. Et là, Voilà. ça demande à sortir. C'est Voilà. ça. Donc on va s'en occuper. Ah oui. On ne sait pas trop ce que ça va donner parce qu'il y arrive à un moment où inévitablement, je pense que c'est valable pour toute la création, Oui. c'est valable pour les tableaux de peinture, c'est valable, je pense, pour la poésie, Oui. et c'est valable pour la musique, les projets comme ça, quand on est en production. Oui. Il arrive à un moment où on se met à l'écoute de l'œuvre. C'est comme si c'est elle qui nous disait où elle avait envie d'aller. Et donc on finit par l'accompagner en fait. C'est ça. Et cette étape est sans doute nécessaire. Oui, et les chronophages. Alors c'est bien quand on peut se faire aider Oui. pour cette étape-là, C'est ça. qu'on peut dire on passe la main, ça c'est toujours Oui, intéressant aussi. Oui, oui. Mais c'est vrai que c'est très intéressant comme étape que vous soulignez, parce que c'est comme quand on parle, et qu'à un certain moment, quelquefois, pas toujours, on s'entend parler, on entend ce que l'on dit soi-même. Et ça, c'est quand même assez prodigieux et quelquefois très rare. Entendre ce que je dis, par exemple, et à ce moment-là, bien sûr, on peut partir de là pour comprendre, bref. On peut même en être assez surpris. Oui. Moi, je sais que régulièrement, quand j'écris de la poésie, là par exemple le répertoire de l'Alcazar qui a été écrit à l'automne, hein, en fait, hein, pour la plupart, quand je relis et que je vois ce que c'est devenu en chanson, je suis émerveillé. Ah oui. En fait, et je me dis, mais comment ça se fait? Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? En fait, oui, mais Oui, c'est oui, quand même... Oui. Pardon. Oui. Quand un disque est terminé, c'est pareil. Oui. Le plaisir de l'écouter C'est en ça. disant c'est fini, il n'y a plus rien à faire qu'à s'asseoir pour l'écouter. Oui. Et il y a un émerveillement là-dessus. Oui, Ouais, oui, oui. ouais. Ah oui, oui, oui. Voilà. Oui. Est-ce que vous êtes inspiré par les terribles événements de l'Ukraine actuellement? Bah, ça ne peut. Comment peut-on ne pas être touché par ça, en fait? Bien sûr. Voilà. Après, la question de savoir qu'en faire, c'est un petit peu aussi la question de l'art dans la société, peut-être. Oui. Et moi, je pense que la création est un engagement en soi. Mhm. Et voilà, quoi en faire, je ne sais pas pour l'instant. À part que je pense, comme tout à chacun, d'avoir une certaine crainte, même si... et puis une souffrance pour le peuple ukrainien, bien évidemment, et puis une crainte aussi de l'escalade nucléaire, hein, parce Bien que, sûr. comme, voilà, Oui, oui. j'ai une idée un peu précise des dégâts que ça peut faire, Oui, et c'est assez catastrophique. oui. Mais je pense que le fait aussi de continuer à créer, de continuer à vouloir faire sourire, vouloir donner à émerveiller, etc., je crois que c'est un engagement aussi, en fait, et qui est important. Oui, merci. Ouais. On va peut-être s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup, Alexis Dandievel. À bientôt. Merci. Il y a comme un appel, un sentiment de pas fini, un quotidien presque poubelle et l'avenir indéfini, une route droite et infinie qui s'en partait vers le couchant. Les nuages et le vent disaient prends la route aujourd'hui. J'ai pris le temps de tout poser, il fut un temps où s'envoler semblait facile destinée. C'est comme l'enfant bien réveillé rêvait, comme il respirait et inventait le monde autour, s'y projetait avec humour, en oubliant qu'il est aimé. L'appel est plus fort aujourd'hui, alors il résonne intérieur. Est-ce le fruit de mon ennui? Est-ce la peur? Est-ce rire? J'ai déjà pris cette direction, alors jeune et plein d'entrain. Je n'ai pas tenu 3 saisons avant de devenir rien. Ce chemin-là n'est pas tracé, il ne faut pas s'en écarter. Il gomme même les pas passés et il oblige à avancer. L'obscurité comme un azur et la vérité comme un mur. Creuser dessous, alors s'enfuir et là courir, courir. C'est un étrange quotidien
Je suis suspendue à des ronces et je contemple le matin. Il me faudrait une pierre ponce pour grignoter un peu plus loin, pour grignoter juste derrière, tout en douceur, pour te plaire, pour effacer la belle affaire. Alors apparaît le bateau sur une mer désertique. Je suis spectateur du monde et là pourtant je panique. Casser les ronces et s'en sortir, courir encore pour s'enfuir, s'enfuir, pour retrouver tranquillité, question posée. Sans un pagne et sans futur, c'est un grand lit de sa durée, un lit qui oblige à poser. Tu as rêvé et maintenant, rapidement, faut oublier le rêve et la réalité. Deux mondes superposés, le rêve et la réalité. Deux mondes superposés. Merci à Mathieu Le Chevalier qui nous permet de réaliser notre émission Viva Culture. Nous venons d'entendre une chanson, texte et paroles d'Alexis Dandievel. Il s'agit de L'Appel du large. Le chant, c'est Amandine Buffet, la clarinette Elsa Colmar, le piano Alexis Dandievel. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. C'est une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer. Merci pour votre fidélité. À dimanche prochain. Au revoir.